Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce troisième webinaire de l'événement Demain de Textile au fil de l'économie circulaire. Donc aujourd'hui sur la thématique des business models innovants. Au programme, donc aujourd'hui, on va refaire un point sur l'événement de Demain de Textile, car il n'est pas terminé. Et ensuite, on passera au cœur de cette matinée, donc la table ronde. Les organisateurs et partenaires. Donc, l'événement Demain de Textile est organisé par plusieurs partenaires. Le campus des métiers et des qualifications textiles, qui est un pôle d'excellence régional des filières de formation textile, qui permet de mettre en réseau et à la fois aussi proposer des parcours de formation. Nous avons le CIRID, qui est le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, qui est un centre international de ressources, qui est un appui à l'innovation, qui peut faire de la veille et des études sur le côté innovant du développement durable. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons le réseau Eclaira, le réseau de l'économie circulaire. Tectera, qui est le pôle de compétitivité de la filière textile, qui a pour rôle d'animer la filière et de renforcer l'innovation des entreprises et des laboratoires de la filière textile et de rayonner sur de nouveaux marchés. Enfin, nous avons Unitex, qui est l'organisation professionnelle régionale du textile, qui rassemble et fédère donc les entreprises, promouvoit les savoir-faire de ses adhérents et les représente pour les défendre. En tant que partenaire, l'événement est supporté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et l'OPCO2I. Pour revenir très brièvement sur le programme de la semaine, lundi, nous avons eu une table ronde sur la production durable, plus spécifiquement sur la relocalisation des filières lin, chanvre et laine. Hier, une table ronde sur la valorisation des invendus et des chutes de production. Aujourd'hui, donc, sur les modèles économiques innovants. Et donc, vendredi, nous aurons une autre table ronde, la dernière de cette année, pour cet événement, sur le recyclage des textiles, avec un tour d'horizon sur les solutions d'aujourd'hui et de demain. Toujours le vendredi, à Polytech, il y aura des rencontres B2B. Vous êtes bien évidemment invités à venir et à rencontrer les exposants sur leur site. Ce sont des exposants qui proposeront des solutions pour une économie circulaire, pour une filière textile plus durable, on va dire. Enfin, toujours le vendredi, vous aurez des pitchs des équipes d'étudiants qui auront participé au hackathon textile de cette année. Donc, ce sera avec plaisir de vous retrouver vendredi. Aujourd'hui, nous allons donc passer à la table ronde numéro 3 sur les modèles économiques innovants. Avant de commencer, je vous prierai, s'il vous plaît, de bien vous renommer sous le format nom-prénom plus organisation, comme indiqué sur la slide. Bien penser à couper vos micros. Et le webinaire est enregistré. Il sera bien évidemment disponible en replay sur le site des organisateurs. Alors, nous allons faire un petit tour de table avant de commencer. Tout d'abord, nous avons Armand Rosenberg de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Armand, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, heureux d'être parmi vous. On m'a proposé de participer aux côtés de Kim à l'animation de cette table ronde. Le sujet m'intéresse particulièrement parce que je suis à la fois président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, mais évidemment, ça n'est pas toute ma vie, et je dirige un pôle territorial de coopération économique
qui construit du développement local durable en s'appuyant sur les coopérations économiques entre les acteurs locaux. Et vous allez, j'imagine, assez facilement projeter la relation entre cette expérience pro et le sujet qui nous intéresse, qui est celui des modèles économiques innovants. Et notamment, j'ai l'occasion dans ce cadre-là de travailler sur les dynamiques de recyclage et notamment un peu sur des questions de textile. La Chambre régionale a réalisé une étude que Kim vous présentera rapidement dans quelques minutes concernant le réemploi, et dans le cadre de son travail s'intéresse particulièrement aux nouvelles filières économiques, à la structuration des coopérations entre les entreprises petites, moyennes, grandes, mais aussi du monde de l'économie sociale, de celui de l'économie conventionnelle, la relation avec les acteurs du développement économique de façon plus générale, et dans une organisation avec des vice-présidents qui poussent ces dynamiques-là. Et enfin, en quelques mots, l'économie sociale rassemble le monde des coopératives, celui des fondations, celui des associations et des mutuelles, donc une grande diversité d'acteurs qui travaillent en son sein à la construction de modèles économiques ou de modèles sociaux innovants. Voilà, tout ça a donc des rapports forts avec notre discussion de ce matin, et je laisse la parole à nos amis qui interviennent ce matin. Peut-être Olivier? Bonjour, bonjour à tous. Olivier Colloc, moi je travaille chez Decathlon depuis un certain temps, plus de 25 ans, 27 ans je crois. Alors Decathlon, c'est une entreprise que vous connaissez sans doute tous. C'est une entreprise familiale d'abord, qui appartient à un réseau d'actionnaires familiaux, qui a été créé en 1976 et dont la mission, c'est de rendre durablement le plaisir et les bienfaits du sport accessible au plus grand nombre. Donc, ce mot d'accessibilité, il est assez fondamental pour nous. Et il est relié au-dessus de ça au sens de l'entreprise, qui est d'être utile aux gens et à la planète. Ce sens-là, il est fort parce que quand on dit développement durable, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas des gens qui s'épanouissent dans une planète qui nous accueille. Donc ça, effectivement, c'est le premier point assez structurant pour nous. Deuxième chose, Decathlon a la chance de travailler sur toute la chaîne de valeur, puisque on conçoit des produits à travers nos sports signés ou marques passion. Certaines sont basées dans notre région, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va conduire et acheminer ces produits jusque le client final, l'utilisateur. Et si possible, boucler la boucle avec l'utilisateur et lier une relation continue avec lui, communautaire, comme on aime à dire. En ce qui me concerne personnellement, je suis donc ancré, comme je vous l'ai dit, au Mountain Store et Sport à Paris, c'est-à-dire c'est le siège où on conçoit les produits des marques montagne de Decathlon. Ça, c'est mon ancrage physique, et je vais aussi interagir avec tous les magasins de la région Alpes. Et mon rôle, c'est vraiment un rôle de booster. Je préfère d'ailleurs cette appellation à celle de chef de projet, parce que l'idée, c'est de booster au sein des sports, au sein des process industriels, au sein de tous les services qui sont cités ici, y compris les ressources humaines, la comptabilité, la finance, l'informatique, et bien sûr, en bout de chaîne, la logistique et les magasins. Les magasins, c'est la relation avec le client. Donc, comment on booste la transformation vers un modèle
plus durable, où on arrive à boucler des boucles complètes. Donc, très concrètement, je travaille plutôt sur les thématiques dites des 4 ou 5 R, c'est-à-dire réduire l'impact de nos activités. Oui. J'entends des bruits de fond derrière, excusez-moi. Réduire l'impact de nos activités à tous les niveaux. Ensuite, pouvoir réutiliser les produits ou les matières. Donc ça, c'est une partie absolument indispensable, puisque plus un produit va durer longtemps, plus il va être conçu pour cela, plus on va pouvoir aussi Olivier, peut-être réutiliser le on va produit. pouvoir revenir sur le déroulé de vos activités ensuite pendant la Très bien, discussion. parfait. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est, dans le travail que vous avez fait, le projet qui vous a le plus enthousiasmé ces derniers mois et qui est en rapport avec et qui a permis l'émergence ou dont vous espérez que ça fera émerger un modèle économique innovant? Alors, en fait, il y a plusieurs projets, donc je vais être obligé de choisir, c'est Il renoncer. va falloir en choisir un seul. Voilà, Je c'est suis ça. désolé. C'est la règle du jeu. Je vais parler du projet Circulalp, qui est un projet qui est vraiment d'économie circulaire totale, et qui est un projet collaboratif. C'est-à-dire qu'il engage à la fois les différentes activités de Decathlon, notamment sur le territoire, les marques montagne, les process industriels, les magasins, la logistique, mais il engage aussi des acteurs extérieurs. Je pense par exemple à Trivalet, Synergie TLC, mais aussi à d'autres distributeurs qui sont sur la chaîne du textile. C'est très orienté textile, c'est pour ça que je parle de celui-là, parce que effectivement, les activités sont aussi sur d'autres thématiques que le textile. Donc ça, je trouve que c'est un bon projet qui a un sens local, et c'est sur celui-là où on va s'intéresser, puisqu'il pose des questions sur effectivement le business model. Qu'est-ce que deviennent nos produits? Comment on peut les collecter, les recollecter pour essayer de tendre, puisque ça reste une expérimentation, pour tendre vers des modèles qui peuvent être le plus infini possible, où on va pouvoir réutiliser des produits très longtemps avec différents acteurs, ou réutiliser des matières très longtemps et faire vivre finalement ces matières qui auront été extraites pour nous faire nos produits. Dans cette phase de test, Olivier, combien de volumes est-ce que vous faites passer et vous espérez combien de volumes à terme? Alors ça, c'est une excellente question, parce que ce genre de test, comme on est dans des transformations assez profondes, bah, il faut avoir conscience que quand on démarre, on est très modeste, parce qu'il faut changer tous les gestes de nos équipes, les gestes de nos partenaires et des gens avec qui on interagit, et puis simplement le comportement de nos utilisateurs, de nos clients, etc. Donc en termes de quantité, aujourd'hui, on est parti sur un objectif je dirais à la tonne. C'est entre 5 et 10 000 articles collectés. Pourquoi une tonne? Si c'est plus, tant mieux, et le plus vite possible. Mais notre premier objectif pour 2021, c'est de pouvoir collecter et avoir acheminé chez nos prestataires de tri, notamment 1 tonne de produits pour pouvoir les caractériser et les trier en fonction de leur nature. Voilà. Merci Olivier. Qui avons-nous ensuite dans notre slide? Nous avons Agathe Cuvelier des Cachetières. Je vous écoute, Agathe. Bonjour à tous.
Donc, Agathe Cuvelier, je suis la fondatrice des Cachotières, qui est une start-up qui existe depuis quasiment 7 ans, qui fait initialement de la location de vêtements chics entre particuliers. Le but, c'est qu'on collecte des vêtements qui appartiennent à des particuliers, elles nous les confient pour les proposer à la location et nous, on vient les louer à d'autres personnes. Donc, on a un positionnement qui est haut de gamme avec les produits qu'on loue coûtent en moyenne entre 120 € et 1200 € en valeur neuve. Et leur prix moyen de location est de 45 € pour 4 jours. Donc, on a fait partie des tout premiers acteurs sur le marché de la location. Aujourd'hui, on a plus de 300 marques qu'on loue sur notre site. On a à peu près 5000 pièces en stock, une communauté de 60 000 personnes. Et donc, en fait, pendant cette année, on a vraiment construit des métiers et développé une vraie expertise, notamment à la tech, à la logistique et sur la partie data. Sur la logistique, c'est vraiment lié à la gestion des retours sur des vêtements qui ont déjà été portés par d'autres personnes. Donc, ça va être le nettoyage, la réparation, l'entretien des pièces. On fait vraiment en sorte que les produits puissent être loués le plus de fois possible et donc être très, très bien entretenus. À la tech, on a vraiment développé notre propre techno qui permet de gérer de la référence unique et d'avoir un aperçu de tout le cycle de vie d'un produit unique, pas d'un stock, mais vraiment d'une référence. Donc, on doit être capable de dire pour chaque pièce combien de fois elles ont été louées, est-ce qu'elles ont subi des réparations, à quel endroit, à quel moment, par qui, combien de fois elles ont été nettoyées et comment elles évoluent dans le temps pour qu'on puisse avoir l'œil sur la qualité de chaque pièce et pouvoir savoir à quel moment on les sort du parcours, etc. Et en fait, on s'est aperçu il y a quasiment 2 ans que les métiers qu'on avait créés avaient vraiment de l'intérêt pour les marques, notamment aussi sur la partie data, parce que ça fait 7 ans qu'on collecte de la data sur les modèles, sur les marques, sur comment les collections vivent dans le temps, quelles sont les marques qui ont des produits de très bonne qualité, d'autres qui ont des produits de moins bonne qualité, puisque en fait l'intérêt de la location, c'est que quand une personne a loué un article, derrière elle nous le retourne et donc on a un vrai échange avec elle et elle peut nous partager énormément de data du type des coutures qui tiennent pas bien, certains aspects du fitting qui vont pas, un décolleté qui est trop long, une manche qui est trop serrée. Et en fait, quand on a 30 personnes différentes qui nous font le même retour sur une tenue, bah, c'est de la donnée qui est réelle et qui a vraiment de l'intérêt. Et donc, en fait, il y a 2 ans, il y a la marque Bash qui nous a contactés, qui s'intéressait particulièrement à la location et qui a vu qu'on avait développé ces métiers qui pouvaient l'intéresser. On a fait des tests avec elle sur le site des Cachotières avec énormément de retours de data pendant 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, ils se sont dit, mais en fait, la location, c'est hyper intéressant, il faut absolument qu'on puisse le faire. Et donc, on leur a lancé leur site de location. On s'est appuyé sur notre plateforme technique qu'on leur a mis à dispo et on leur a créé un site en marque blanche. Derrière, on gère pour eux toute la logistique, le service client, la data, etc. Et en fait, de là, on s'est aperçu que vraiment, il y avait un énorme intérêt pour les marques et qu'il fallait absolument qu'il y ait d'autres marques qui s'y mettent. Et donc, on a créé les Cachotières for Brands, qui est notre service B2B, donc à destination des marques de mode qui veulent se lancer dans l'économie circulaire, donc location ou secondement, parce que c'est les mêmes métiers. Et le but est que on leur propose des solutions qui soient clés en main pour vraiment les accompagner à se lancer sur ces marchés-là. Donc, soit on leur crée leur site, et derrière, on gère tout pour eux. Ou soit pour les marques qui peuvent être distribuées sur le site des Cachotières, on leur propose aussi de faire des tests sur notre plateforme. Ouais, vous êtes extrêmement agile, hein. C'est impressionnant. Et donc, vous découvrez comme ça des nouveaux espaces de création de valeur à partir de votre concept initial. Oui, tout à fait. En Ce fait, concept initial, vous l'avez inventé, vous l'avez importé, c'est quelque chose que vous aviez identifié, que vous avez transformé. En fait, aux États-Unis, la location, ça existe depuis bien plus longtemps que nous. Notamment, il y a Rent the Runway qui fait partie des licornes et maintenant, qui existe depuis bientôt 15 ans.
Et donc, ça a été un modèle au début, puisque aux États-Unis, vraiment, la location s'est complètement démocratisée. Donc, on est parti de cette inspiration-là. Au début, il y avait peu de choses qui existaient en Europe. Par contre, il y a eu de plus en plus d'acteurs qui se sont mis. Après, c'est des métiers qui sont vraiment ultra spécifiques. On s'est lancé dedans en se disant que c'était de la mode, mais en fait, c'est plus de la mode, c'est vraiment de la logistique et de la tech. Et donc maintenant, il y a des barrières à l'entrée qui sont quand même assez importantes. Et c'est pour ça que c'est important que les marques se reposent sur des acteurs qui soient déjà existants pour pouvoir gagner du temps et pouvoir vite pénétrer ce marché-là qui est finalement assez compliqué, notamment au niveau logistique. Vous êtes combien, Agathe? On est entre 10 et 12 selon les saisons, puisque sur le site des Cachetières, c'est assez saisonnier. On fait de la robe de cérémonie, donc on est notre haute saison est entre mars et fin octobre. Donc pour le moment, on est 10. Et dans 3 ans, vous serez combien? Ah bah, j'espère qu'on aura triplé. Génial. Génial. Bravo. Et Camille, à vous de vous présenter et de nous expliquer ce qu'est votre belle initiative. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir sur cette table ronde. Donc moi, je suis Camille Marion-Vigne, je suis la cofondatrice de Maison Mabille. Maison Mabille, c'est quelque chose qui est né il y a plusieurs années déjà dans ma tête, mais le Covid a fait que les choses se sont un petit peu accélérées. J'ai toujours été dans le textile et en fait, moi, j'ai été confrontée en tant que petite entrepreneur à la complexité d'accéder aux ressources quand on est petit face à des très gros sur le secteur, en approvisionnement, en sourcing, etc. Et j'avais envie en fait, j'ai eu, en constatant ça, j'ai eu envie d'aider un petit peu les créateurs à justement réussir à pouvoir débuter dans le monde de la mode, etc. Et de fil en aiguille, on a créé Maison Mabille, qui est donc un tiers-lieu qui est dédié au textile engagé et durable. On a en gros 4 métiers qui sont très complémentaires et qui créent plein de synergies les uns avec les autres. La première partie, c'est l'atelier où on fait de la production textile. On est un atelier de confection où on produit en petite, en moyenne et en grande série. Cet atelier-là, on le partage, donc ça nous donne le Fab Lab. En fait, on est aussi un espace de coworking. On appelle ça de co-making parce qu'on a et des gens qui viennent travailler dans nos locaux pour profiter de notre réseau, des échanges, etc. Et des gens qui viennent utiliser nos machines pour produire, eux, leur collection. Ou pour finir une tête de série, etc. On a la partie académie, qui est celle qu'on a aujourd'hui le moins développée malheureusement, mais parce qu'on ne peut pas tout développer et qu'on reste jeune, on a un petit peu plus d'1 an, où là on fait de la formation, de la sensibilisation auprès de publics qui sont un petit peu plus grand public, entre guillemets, avec des interventions dans des écoles, dans des centres divers et variés, et de la formation en interne, notamment de la formation à destination des créateurs du monde du textile qui ont aujourd'hui besoin d'avoir des compétences sur la connaissance totale justement de la chaîne de valeur de la production d'un produit fini, parce qu'en fait, sans savoir ça, ils n'arrivent pas à savoir sur quel levier aller pour pouvoir avoir quelque chose de plus responsable quand ils le fabriquent. Et nous, notre objectif, encore une fois, ça reste de dire comment on fait pour fabriquer de façon plus responsable demain. On a le NI qui est donc le conseil et l'accompagnement d'entreprise, et ensuite on a un volet recyclage et upcycling où là on a des projets de récupération de matières, soit auprès d'associations à qui on redistribue ces matières pour qu'ensuite on puisse former des gens à la couture ou au modélisme, etc. On travaille avec tout un réseau d'entreprises d'insertion, etc., qui elles aussi sont sur le volet formation, et on a créé plein de synergies entre les acteurs régionaux en Auvergne-Rhône-Alpes et aussi au niveau même français. Donc, du coup, on a un modèle qui est assez unique en son genre, d'autant qu'on s'est créé en entreprise avec le statut d'entreprise sociale et solidaire, alors que des structures comme celle-là étaient... Il y a des choses qui sont déjà similaires, mais qui sont, elles, toutes des associations.
et qui ont donc une grosse part de subventions dans leur fonctionnement. Or, aujourd'hui, nous, on a dit comment on fait pour devenir compétitif sur ce marché-là en étant une entreprise, mais sans bénéficier de subventions, parce qu'aujourd'hui, moi, en tout et pour tout, on a eu 5 000 € de subventions, je crois, sur cette première année, et on a une croissance qui est assez exponentielle, qui demanderait beaucoup de subventions, mais où justement, on a un modèle où tout se nourrit et on essaye d'aller vers ça. Voilà. Et après, Alors, vous êtes dans une stratégie par conséquent de levée de fonds, j'imagine, Camille, hein, pour arriver à financer ce développement, si vous ne passez pas par de la subvention, non? pour l'instant, non, on a tout fait en autofinancement. D'accord. Vous n'avez pas de partenaire. Dans tous ces partenaires-là avec lesquels vous travaillez, vous n'avez pas cherché dans votre modèle à associer ces partenaires au capital ou en tout cas à leur proposer de venir apporter des fonds qui accompagneraient le développement. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'on voulait faire simple, que en fait, dès qu'on s'associe de façon officielle, ça crée quand même des obligations juridiques qui sont très lourdes, et que nous, on est plutôt dans un truc de coopération en mode projet, et en se disant, on est partenaire, mais on est partenaire de fait parce qu'on va dans la même direction. Ok. Et en fait, du coup, ça fait que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace, et que je pense que c'est aussi pour ça qu'on a créé cette structure de façon indépendante. Mais après, je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas partenaire officiellement qu'on ne peut pas travailler ensemble et aller tous dans la même direction. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de dire comment on fait pour participer à la relocalisation, aider les marques à produire de façon plus responsable et aller dans une dynamique, mais qui est beaucoup plus grande que nous à notre petit niveau. Nous, on n'est rien au milieu de tout ça, mais en tout cas, on essaie d'encourager les gens à donner tous nos outils, etc., pour le faire, et ça crée un écosystème qui va très vite. Pardon, je mange mes mots. Oui, si, j'ai l'impression que vous êtes un système d'innovation et que vous amenez de la plasticité, de l'intelligence à l'ensemble du système. C'est ça que vous essayez de pousser. Le tiers-lieu fait quelle taille? Alors aujourd'hui, on a 2 lieux. On a eu un premier lieu qui est un atelier d'artistes qui est absolument fou, en plein cœur de Lyon. Sauf qu'on a récupéré ce lieu-là, que du coup, on a tout repeint nous-mêmes avec Nina, qui est mon binôme, et avec qui on arrive à déplacer des montagnes. On a donc ce lieu-là qui est à Lyon 2, où on a la partie bureau d'études, beaucoup de coworking, un petit peu de formation. Et là, on vient d'investir un nouveau lieu qui n'est pas très loin, où là, on aura toute la partie production, atelier de confection, et où on propose aussi aux créateurs avec lesquels on travaille, ou non d'ailleurs, de faire des pop-up stores pour justement essayer de voir ce que ça donne. Souvent, les créateurs aujourd'hui se lancent avec de la vente en ligne par le biais de plateformes Ulule, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même une problématique qui est de dire comment on fait pour voir nos clients, faire toucher nos produits, et donc pour tester leurs produits et les mettre en face de leurs clients. On s'est dit que proposer un lieu où ils puissent vendre physiquement, c'était très chouette, et ça allait dans l'idée de partager un lieu commun comme du coworking, mais sur une boutique. Ok. Tous les trois, hein, vous parlez, on entend parler de coopération économique dans chacune de vos expériences, qui ont toutes les trois des dynamiques ultra fortes. Ces coopérations, elles sont à l'origine de ce que vous déployez, un moyen de déployer vos modèles économiques. Comment est-ce que vous décririez ça, Agathe, peut-être? Oui, alors nous, notre but, initialement, on était seuls, hein, et c'est vraiment le fait de s'être aperçu que ce qu'on avait créé comme valeur et comme expertise dans un domaine pouvait avoir vraiment de l'intérêt pour les marques. Et en fait, nous, maintenant, notre but, c'est vraiment qu'un maximum de marques comprennent quel est l'intérêt de la location. On parlera peut-être après sur l'impact que ça peut avoir, etc. Mais on est convaincu que c'est un moyen vraiment hyper intéressant, hyper avantageux pour eux, pour pouvoir réfléchir à des collections qui soient derrière beaucoup plus durables et donc pour moins produire.
Et en fait, bah, il y a urgence de moins produire, il y a urgence de créer des collections qui soient plus durables, et donc il y a urgence de se lancer dans ces modèles économiques-là. Et en fait, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre encore 4, 5, 6 ans d'apprendre ces métiers. Il faut y aller vite. Et pour ça, bah, il faut qu'ils s'appuient sur des gens qui ont déjà l'expertise et qui puissent les accompagner pour pouvoir gagner du temps. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Bêche, c'est qu'à partir du moment où ils ont voulu lancer le projet, ils nous ont contactés. Ils ont fait des tests pendant 3 mois et ensuite, en 2 mois, on a lancé le site. Donc, en 5 mois de temps, ils étaient opérationnels. Et ils ont commencé, enfin, ça y est, leur service était prêt, ils ont pu recueillir la data. Donc finalement, vous, dans votre modèle, la coopération, c'est vraiment le moyen, le levier puissant de déploiement. Ouais, je pense que c'est vraiment de se faire gagner du temps à chacun. Et vous Ouais. nous apportez quelque chose qui est très, très intéressant dans ce que vous dites, je trouve, c'est le fait que passer par de la coopération économique, c'est le moyen de construire aussi de la transition et de prendre en compte les enjeux climatiques. Et c'est vrai que, bon, alors, il se trouve que en ce moment, je participe à la Convention des entreprises pour le climat. Il y a 150 dirigeants en France, hein, qui ont été sélectionnés dans ce cadre-là. Et un des gros éléments qui ressort en permanence, et votre exemple est très intéressant par conséquent, c'est de dire, bah, de toute façon, si on veut continuer à avoir de la croissance tout en diminuant nos impacts, il faut qu'on soit dans des stratégies de coopération et aussi qu'on soit plus territorialisé dans nos interventions. Peut-être qu'il y a ça aussi dans votre approche. Ouais, complètement. Après, l'aspect territorial, dans tous les cas, nous, on part de produits, de collections qui sont déjà produites. Et le but, c'est de leur donner la durée de vie la plus longue possible et d'en tirer un maximum d'informations pour derrière aller produire encore mieux des produits qui vont durer encore plus. Et en fait, le modèle, il est vraiment à réfléchir de façon globale. Il y a d'abord il y a le marché qui est en attente de ces nouveaux modèles économiques, puisque les gens veulent consommer différemment, ils veulent voilà, ne plus forcément consommer du neuf, ils sont tous complètement maintenant au fait que la mode, ça pollue. Et donc, les marques n'ont pas le choix de répondre à ce besoin du consommateur, mais derrière, en fait, il faut aussi ne pas juste sortir un nouveau modèle parce qu'il y a un besoin des consommateurs, il faut aussi se dire comment je lance ce modèle économique-là et qui derrière va aussi m'apporter quelque chose et me permettre de mieux produire. Et nous, là, l'enjeu, il est vraiment de taille, quoi. Peut-être, Agathe, on peut interroger Olivier, qui lui est le représentant aussi d'une marque, hein, par rapport à ce que vous venez de dire. C'est intéressant pour nous, Olivier, de savoir comment, chez Decathlon, vous appréhendez ce que nous pousse là comme analyse Agathe. Moi, ce que j'ai bien aimé, effectivement, dans ce qui a été dit là, c'est la coopération, elle est indispensable pour construire cette transition, puis avoir des impacts. Et en fait, pourquoi elle est indispensable? Effectivement, il y a plusieurs plans. Déjà, souvent, les projets, alors surtout quand on est une entreprise qui a un modèle historique, qui est devenue assez géante, etc. Qui dit géant dit un petit peu plus lourd à bouger parce qu'il y a des historiques, il y a des habitudes, il y a des cultures d'entreprise. Et donc, on a intérêt déjà, juste pour créer le pourquoi, de se renouveler, de s'associer avec qui des tiers-lieux, qui de l'économie sociale et solidaire, qui d'autres entreprises qui sont dans le même secteur ou pas du tout dans le même secteur, déjà pour ouvrir les chakras un petit peu. Donc déjà, ça, c'est une première. Il faut mélanger pour pour garder de la dynamique d'innovation. Exactement, c'est une première forme de coopération. Et puis ensuite, ce que je disais, dans une grosse entreprise, on a à l'intérieur même d'une entreprise, on a vite tendance à se replier sur soi, sur ce qu'on a à faire, donc à siloter.
à travailler en silo. Et ça, c'est l'ennemi absolu de la coopération, c'est le silo. Et donc déjà en interne, on s'est rendu compte que dès qu'on crée de l'intelligence collective et qu'on vient alimenter, enrichir cette intelligence collective en s'ouvrant à d'autres personnes, au-delà de l'entreprise même et au-delà du service dans lequel on est bien entendu, eh bien, on trouve des solutions ensemble. Donc déjà, ça, c'est le premier niveau de coopération, c'est créer les pourquoi. Et puis après, comme l'a bien dit Agathe, c'est s'appuyer sur des comment, parce que on ne peut pas être bon partout au milieu de terrain, en défense et en attaque. Donc, il y a des fois, il faut être pragmatique. Quand on a des projets de transformation, si je demande à l'IT de Decathlon de tout changer d'un coup, d'un seul, ça va être un peu compliqué. Il va falloir attendre 2 ans, etc. Et c'est bien normal parce qu'il y a, encore une fois, ils sont concentrés sur des enjeux beaucoup plus court terme, historiques, etc. Et donc, pour toutes ces innovations, on va s'appuyer sur des entreprises qui ont développé des expertises. Quand je parlais de Circulalp tout à l'heure, alors ce que disait par exemple Agathe, d'abord se spécialiser sur la data, des gens qui se spécialisent sur le back-office d'une expérience comme la location, parce que le back-office, c'est un vrai métier et c'est compliqué au quotidien. Et effectivement, on va avoir combiné avec l'agilité de quelqu'un qui s'est spécialisé et qui a l'agilité d'un petit, donc petit, rapide souvent, en sport, souvent, et qui a développé une technique très, très précise dans un secteur donné, eh bien, on ouvre des possibilités, des comment, des choses comme ça. Donc ça, c'est très, très important, travailler sur le pourquoi et sur le comment. Dans le cadre de Circulalp, puisqu'on parle, par exemple, de ce projet-là, on a choisi de travailler avec Synergie, TLC, Trivalet, etc. Parce qu'ils sont dans le territoire, pas très loin de chez nous. Donc, en termes d'agilité, c'est un peu mieux que de travailler avec quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, évidemment. Et puis, deuxièmement, parce qu'ils se spécialisent dans cette notion de rendre très efficace et très fin le niveau de tri entre ce qui va plutôt au réemploi à la seconde main, avec les différents niveaux de qualité qu'on peut trouver entre ce qu'on appelle dans le milieu la crème, les produits très, très, très désirables à la revente avec une très grande valeur, les produits un peu plus vintage, les produits un peu second choix, les produits chauds, les produits froids, hommes, femmes, enfants, etc., toutes les catégories. Et puis après, le réparable, puisqu'il y a des choses qui sont pas forcément, mais qui nécessitent un geste pour être remis en vente. Et puis ensuite, une fois qu'on a trié ce réparable et tous ces produits qu'on peut réemployer, il y a aussi toute la partie réemploi vers le tri matière, par couleur, par matière, identifier les monomatières. Voilà. Or, quand on s'associe avec des gens dont c'est le métier depuis quelques années maintenant, ils ont cette précision du geste, et même si ce geste est manuel et pas forcément, pour l'instant, ils ne sont pas 100% automatisés, ils ont développé cette finesse d'expertise qui nous font poser les bonnes questions et qui nous renvoient à la chaîne de valeur, à dire, tiens, comment on doit concevoir nos produits pour qu'ils soient, 1, plus durables, 2, plus réparables, 3, éventuellement monomatière et démontable pour que quand on est au bout du bout de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième vie, suite à de multiples ventes d'occasion, locations, etc., réparation, on puisse récupérer les matières facilement et les remettre dans des boucles, pas forcément pour faire les mêmes produits, mais pour peut-être avoir d'autres utilités. Je vous donne la parole dans 2 minutes, Agathe. Je voulais demander à Camille si, de son point de vue, elle construisait justement à l'échelle du territoire ce comment dont parle Olivier avec cette dynamique de tiers-lieu, parce que l'intervention d'Olivier me faisait penser à ça.
Alors oui, bien sûr que je pense que forcément dans le territoire, on a une place qui est importante parce qu'on agit justement, quand on parlait de coopération, on agit justement avec plein d'acteurs de cette chaîne, avec et les fabricants et les créateurs, mais on travaille aussi avec les écoles, puisqu'en fait, on accueille des étudiants, etc. On travaille avec des associations locales. On devrait, mais pour l'instant, ils sont encore très, très lents et ils ont beaucoup de mal à s'y mettre, travailler avec les pouvoirs publics, parce qu'en fait, au niveau public, il y aurait quand même tout un tas de choses à faire et que si on avait l'appui des pouvoirs publics, ce serait quand même pas mal, mais a priori, dans la région, ils ne sont pas très axés sur la question parce qu'on n'arrive pas à avoir de retour, alors que parallèlement, on est contacté par d'autres grosses métropoles, par exemple à Paris ou à Toulouse, où ça bouge vraiment, où ils se rendent compte qu'il y a des choses à faire dans le textile, qu'il y a des trucs très intéressants. Et voilà, donc du coup, on pense qu'effectivement, il y a un gros enjeu territorial sur la coopération et que ça peut aller très vite et qu'en fait, le seul intérêt de tout ça, c'est finalement en coopérant, à mon sens, c'est d'aller plus vite vers l'objectif qui est de produire de façon plus responsable. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a un gros enjeu territorial. Agathe, vous vouliez prendre la parole? Ouais, en fait, c'était pour rebondir sur ce qu'Olivier nous avait partagé. En fait, c'est surtout pour expliquer que selon les organisations dans les entreprises, parfois, donc il y a des grosses structures comme par exemple Decathlon qui sont très avancées sur ces sujets-là. Je pense que ça doit être lié au fait, à l'organisation interne. Mais en tout cas, nous, on se rend compte qu'il y a deux types d'entreprises. Il y en a où tous les métiers sont ultra segmentés. Et donc, du coup, en fait, si quelqu'un porte un projet, il va devoir aller convaincre chacun des services, la logistique, la finance, la tech, là. Et donc, ça va lui prendre des années. Alors qu'en fait, celles qui vont très vite sur les projets, en général, sont celles qui ont une équipe dédiée et qui est décisionnaire et qui est multiservice et qui est capable de pouvoir prendre les décisions et pas devoir aller convaincre chacun des services. Et je trouve qu'il n'y a que c'est possible que si les directions mettent en place ce type d'équipe de travail sur les projets innovants, parce qu'en fait, sinon, ils ont des gens qui s'épuisent, qui sont au bas de l'échelle, qui portent des projets et qui, en fait, n'arrivent jamais à les faire aboutir parce que c'est trop segmenté et qu'ils doivent convaincre trop de monde, quoi. On dit souvent effectivement de créer que chaque un salarié est un intrapreneur et qu'on va créer des startups internes tout le temps sur un sujet est une startup quelque part avec une organisation dédiée très agile. Donc ça c'est effectivement fondamental. Et ce que j'aime bien pour redonner la parole à Camille juste après, donc c'est le lien aussi enfin, dans ma perception des choses et dans mon idéal, chaque magasin, chaque entrepôt, chaque usine où on produit des produits ou chaque service doit être un tiers-lieu quelque part. Moi, ce que j'adore, c'est quand dans un magasin, il y a des gens qui mettent en place en s'appuyant sur des tiers-lieux existants ou des associations, et cetera, ou parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ont levé la main, qui ont pris l'initiative, et cetera, et qui font naître des expérimentations un peu Repair Café, choses comme ça, qui donnent des cours aux clients, qui font l'académie, qui font le nid, la pimperie, et cetera. Tout ce que j'ai adoré dans ce qu'a présenté Camille. Mais typiquement, il y a aussi, on peut créer dans nos entreprises cette culture du tiers-lieu. Alors, on le fait très bien quand on a un tiers-lieu à côté qui est un point de référence, voire un partenaire. Et puis, on peut le faire aussi émerger par nos organisations, comme le rappelait Agathe. Ça, c'est fondamental pour créer cette transition et cette culture de la coopération, finalement. Ça ne se décrète pas, ça se vit et il faut le faire pour que chacun soit convaincu des bénéfices de ça. Camille, Olivier, vous tendez le micro, si j'ose dire.
Non, mais je pense que c'est évident. En fait, il faut juste repenser Je pense que les modèles qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, mais à tous les niveaux de commerce, de production, sont plus les bons, en fait. Donc on est obligé de se réinventer. Et je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment fous comme nous pour inventer des trucs un peu plus complexes. Et puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Effectivement, nous, on est petits, mais à côté de ça, on a des idées qui changent, on a une vision différente. On ne veut pas faire comme ce qui a été fait et que je pense que tous ces petits projets très différents font qu'aujourd'hui, c'est ça qui transforme le monde du textile, mais au sens plus large, quoi. Ce que je trouve très intéressant, par exemple, aussi des initiatives interentreprises. Par exemple, dans le cadre de structurants de Outdoor Sport Valley, il y a des initiatives sur l'innovation textile, notamment, où avec des groupes ouverts, des entreprises de toute taille. Il y a des entreprises où ils sont 2. Il y a des entreprises où ils sont comme nous, enfin énormes, hein, des Salomon, des Patagonia, des Decathlon, etc. Et où on va partager sur des sujets, la réparation, la location, etc. Ça permet aussi ben, d'enlever quelques briques dans les murs, des fois qu'on a mis au fil des années de concurrence entre nous, pour se dire ben, quels sont nos communs et là où on a intérêt à agir, quelles peuvent être les conséquences sur des règles de conception communes qui vont faciliter le geste d'un trieur, le geste d'un back-office location, le geste, voilà, et qui vont permettre d'avancer ensemble, puisqu'il y a une notion de commun finalement dans cette transition. Hein, voilà. Et donc petit à petit, il y a des coopérations transversales. Il y a une autre initiative à laquelle je participe qui s'appelle la Chaire Bali, qui est plutôt ancrée dans le sud-ouest historiquement, mais qui regroupe aussi des acteurs du textile sur toutes ces notions-là d'innovation. Et c'est très, très intéressant parce qu'il y a des gens qui sont dans le milieu du sport chez OSV ou qui sont dans le milieu du textile avec des industriels qui tissent, mais aussi des entreprises ou des associations ou des entreprises d'insertion qui vont faire du tri, de la collecte, des choses comme ça. Il y a Croix-Rouge Insertion qui travaille avec nous, qui fait de la collecte, par exemple. Il y a des entreprises, des startups comme Patatam. Il y a des entreprises comme, je sais pas, le groupe Bourg, qui est un géant du tri. GBTEX, des petits bateaux, des Lacoste ou des Kiabi ou Galeries Lafayette. Ce sont des gens qui n'ont a priori rien à voir, mais qui, à travers ces initiatives, vont coopérer. Et c'est ces coopérations qui nous font trouver petit à petit, en se parlant, c'est commun. Donc, je crois énormément à ces Je ouvertures. trouve ce que vous nous dites sur une certaine typologie de l'organisation à mettre en place pour générer de la valeur, inventer de nouveaux foyers de valeur. Vous nous avez parlé, je pense, de 3 dimensions. Dites-nous si je me trompe. Intrapreneuriat, entrepreneuriat, coopération. Oui, c'est bien. Et puis, se dire qu'il faut travailler au niveau micro, c'est-à-dire au niveau n'importe quel service, comme dit, peut devenir ou se mettre en relation avec un tiers-lieu, partout où il est implanté, puisqu'on a toujours des réseaux de couturières, une association, un repair café, etc. Et on peut créer des choses vraiment intéressantes à l'échelon local, parce que la transformation, elle se fera si on le fait avec le plus grand nombre de gens possible, le point de bascule. Donc ça, c'est au niveau micro. Puis au niveau macro, ben, des échanges avec des gros acteurs, soit par secteur d'activité, soit par métier. Et là aussi, c'est intéressant. Alors, mes amis, moi, je trouve tout ça assez génial. En plus, on parle exactement de ce à quoi je crois, donc je pourrais même participer à l'engouement collectif. Mais quand même, il y a des limites à ces modèles et à ces stratégies. Peut-être que c'est intéressant les uns et les autres que vous nous racontiez ce que sont les limites que vous rencontrez. Camille, vous nous parliez
la difficulté à mobiliser autour de vous, la présence près de vous des acteurs des acteurs publics du développement économique, les uns et les autres. Est-ce que vous ne voulez pas nous dire, après nous avoir dit tout ce que vous réussissez, tout ce que vous êtes en train de pousser, ce qu'il faudrait faire bouger pour pouvoir accélérer ou avoir des modèles économiques innovants qui soient plus stables, plus rapidement? Qui veut débuter sur ce point-là? Moi, je veux bien. Allez, Agathe, allez-y. Moi, donc c'est juste mon ressenti sur ce qui se passe en ce moment dans l'économie circulaire. En fait, je pense que il faut oser y aller à fond en le faisant vraiment et ne pas uniquement dire j'ai coché la case, mon service est là et je le propose à mon client. Mais il faut vraiment y aller en ayant la réflexion globale et d'avoir une vraie conviction et de l'imposer à son client en fait. Enfin, dire au client, voilà, mon nouveau modèle économique, enfin, le nouveau business model, la nouvelle façon dont vous allez consommer, c'est comme ça. Et aidez-nous à y participer et à ce que demain, ça apporte à tout le monde. Donc, ça apporte à la fois à la marque par le biais de la data et que derrière, elle va pouvoir mieux produire, etc. Et à la fois au client qui va pouvoir beaucoup mieux consommer, éviter d'être dans la surconsommation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, les gens se lancent donc soit dans la seconde main, soit sur la location assez vite parce qu'il faut le faire, mais sans vraiment le faire en profondeur. Et donc, c'est des modèles en fait qui vont être rentables, qui vont être intéressants, qui auront vraiment un impact s'il y a du volume et s'il y a vraiment beaucoup de gens qui consomment comme ça. Si, par exemple, pour la location, si on n'a pas assez de data, donc s'il n'y a pas assez de gens qui louent, en fait, derrière, ça ne va rien apporter à la marque et le modèle sera ni viable économiquement, ni et n'aura pas non plus un impact sur la suite, sur le futur. Et donc, en fait, il faut vraiment que à un moment donné, les marques osent se dire allez, on y va, on impose ce truc et on bombarde et on le fait vraiment avec du volume parce que c'est ça qui va faire changer les choses demain. Et c'est la même chose pour l'économie circulaire en fait. C'est fait un peu rapidement, sans avoir vraiment la réflexion sur demain qu'est-ce que ça va apporter. Et on a l'impression que ça reste toujours que pour de la surconsommation quand même, que souvent les marques imaginent ces modèles-là que dans une optique de business et de marketing. Et donc, en fait, ça fait du greenwashing derrière et il n'y a aucune utilité. Elles ne bougent pas vraiment leur modèle. C'est le risque d'être dans l'apparence et de ne pas avoir questionné son système sur le fond. Exactement. Ouais. Et moi, à la limite, j'en ai une autre sur le pendant production, où en fait, aujourd'hui, on a plein de gens qui ont envie justement de faire ce premier pas dont vous parlez, Agathe, mais en fait, plein de structures, mais qui aujourd'hui, fabriquées en France, ça vaut très cher, mais pour plein de raisons. Et en fait, il y a aussi toute une action sur la formation, on manque de personnel formé, on manque de machines, d'outillage pour pouvoir produire, ne serait-ce que même pas en termes de qualité, mais à la même vitesse que dans plein de pays étrangers qui ont vraiment avancé très vite sur le textile pendant que nous, on n'est pas avancé. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a aussi un vrai problème de compétences. Et donc, je pense que ça, c'est une des limites de l'économie, en tout cas circulaire au niveau de la production textile. C'est de dire, aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire. Et comment on fait pour réussir à le refaire? Je pense que c'est pareil, c'est de la coopération entre les écoles, les pouvoirs publics, etc., pour reformer, proposer ces nouveaux métiers qui n'existaient pas avant à tous les gens qui aujourd'hui cherchent du boulot en France. En fait, il y a une possibilité de réemploi dans le textile qui est juste incroyable. Après, on peut aller sur l'insertion, etc. Je pense que là, ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'il y a aussi une vraie limite au niveau des compétences aujourd'hui, en tout cas dans la filière de la prod. Fondamentalement, ouais. C'est bien, en fait, on disait c'est une transition par rapport à des objectifs climatiques, par rapport à des objectifs de cohésion sociale, parce que tout va ensemble finalement, et de cohésion économique aussi. Et donc effectivement, ces questions de compétences, de savoir-faire, que ce soit sur
la technique de réparation, par exemple, hein, effectivement, on l'a perdu. Trouver une couturière pour faire un prototype, c'est pas simple, il faut chercher loin, des fois et longtemps. Et trouver quelqu'un qui répare, bah, c'est pas si simple non plus, hein, faut le former, voilà, donc déjà il y a cet accompagnement de la compétence et la compétence, il y a la culture, hein, c'est très long terme, mais la compétence, c'est quand même un peu moyen terme. On ne devient pas compétent en quelques heures en général, donc il faut un petit peu de temps, de pratique, et cetera. Donc ça d'ateliers, et cetera. Moi, pour les difficultés, souvent, c'est aussi effectivement, il y a le risque, la tentation du greenwashing, et cetera, et puis, de remplir des cases, de RSE justement, c'est-à-dire on devient un peu administratif là-dedans. Ce qui est important, c'est pour un des risques aussi, identifiés, c'est comme c'est des projets de transformation, on commence petit, on a du mal à voir un petit peu les finalités des fois, et puis il y a une sorte de diffusion des acteurs. C'est quand on commence à rentrer là-dedans, il y a beaucoup de petits acteurs, il y a plein d'initiatives sur l'upcycling par exemple, il y a des initiatives territoriales un petit peu partout, par type de produit, par type de métier, par type de compétences, et donc c'est très difficile des fois donc faire une cartographie de tout ça, c'est quelque chose d'utile. Mais pour revenir, je pense dans la méthodologie, je pense déjà, la première chose, c'est toujours se dire, on doit travailler sur des visions. Alors c'est facile à dire, hein, mais quelle est la finalité de ce qu'on veut accomplir finalement? Puis on l'a bien dit au tout début, hein, à savoir, aller vers cette transition, vers quelque chose de pérenne, soutenable, durable, à émission zéro, si on peut dire, de tendre vers ça. Heu et donc, quand on a défini cette vision, bah, déjà, faut que l'image soit claire, et pour qu'elle soit claire, il faut qu'on ait des indicateurs. Donc c'est quoi les bons indicateurs, et est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on engage l'entreprise? Est-ce qu'on s'engage vers ces indicateurs? Est-ce que finalement, ce qui nous motive, c'est gagner de l'argent, point, ou gagner de l'argent et durer longtemps parce que, on sera soutenable? Donc quand on a défini nos bons indicateurs et qu'on est d'accord avec les acteurs avec lesquels on travaille, là derrière, on dit souvent: «Ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas», hein. Si on n'a pas défini un cap un peu long terme et de dire: «Ben, à telle date, on sera neutral carbone, tous ensemble, avec nos partenaires et nos fournisseurs, et cetera», ben, on ne peut pas l'atteindre si on ne l'a pas défini. Et le fait de le définir de façon la plus courte possible, nous oblige à agir d'abord petit et à construire les marches. Et chaque marche, on doit mesurer, qu'est-ce qu'on obtient, et des fois, on doit mesurer des choses toutes petites. Vous me disiez, Armand, tout à l'heure, vous me disiez combien vous allez faire vous allez collecter de produits. Bah, je vous ai dit, on va essayer de collecter entre 5 et 10 000 produits d'ici fin d'année, pour les trier, les amener chez le trieur et les trier par matière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un tout petit objectif. Mais il faut avoir ces objectifs sur les projets très, très court terme, donc séquencés, et Et puis ça avoir m'amène à une toujours question, cette volonté long terme. Ça m'amène à une question, parce que dans ce que j'entends, dans ce que vous nous dites les uns et les autres, on a le sentiment que vous avez une vision assez claire, qu'il y a des choses qui ont été inventées déjà et qui fonctionnent, et bien sûr, il y en a d'autres qui sont à construire. C'est normal de commencer par l'expérimentation avant de déployer plus large, mais comment est-ce que on fait pour accélérer? Comment est-ce qu'on passe de 1 à 100 dans tout ça? Agathe, par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de où est-ce que vous serez dans 3 ans, vous m'avez dit on sera x3, mais est-ce que l'enjeu, c'est pas d'être capable aujourd'hui de construire du x100 dans ces évolutions-là? Et vous ne parlez pas d'argent tellement dans tout ça, d'accumulation de ressources pour pouvoir déployer vos stratégies. Est-ce que ça n'est pas un sujet? En fait, moi, je suis limitée
En fait, le champ des possibles est énorme. J'espère qu'on sera trois. En fait, on n'en sait rien. C'est juste qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, sur lequel on a une expertise, sur lequel on peut vraiment apporter quelque chose. Euh, mais en fait, il y a des freins qui sont quand même assez importants, enfin, tous les freins dont on vient de discuter. Et donc, j'ai aucune visibilité sur est-ce que c'est quelque chose qui va faire x100 dans 1 an ou dans 10 ans. Parce que, en fait, nous, on est sur la location depuis 7 ans et en fait, on sent que ces nouveaux modèles, finalement, c'est que maintenant qu'ils émergent dans la tête des entreprises. Et combien de temps elles vont prendre pour vraiment s'y mettre, pour vraiment y mettre les moyens, pour y mettre des équipes dédiées, etc. Ça, on n'a pas la vision. C'est plus une question de mindset que de schéma de pensée que d'argent. Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on a compris ce modèle, on a compris ce que ça apporte sur le long terme et ce que ça apporte économiquement quand ça tourne, donc quand il y a assez de volume. En fait, il y a même pas on ne se pose même pas de questions, il faut investir dedans. Parce que clairement, c'est vertueux. Mais il faut le temps d'avoir des gens qui en sont convaincus et qui prennent le temps de creuser le sujet, de le comprendre et de vouloir le déployer, quoi. Et je pense aussi que c'est pas la course à devenir le plus gros possible ou le plus grand possible, surtout si on est tout seul. Voilà. Je pense que c'est commun, ces finalités communes, on doit vraiment bien les définir. Et ça passe aussi, pour rassembler tout le monde, vers quel est le modèle aussi de partage de la valeur. C'est ça qui est intéressant. Quelle est la valeur qu'on crée sur le plan économique et peut-être global, et comment cette valeur, quand on crée une valeur en faisant des produits plus durables pour qu'ils soient loués, revendus, réparés, recyclés, remis en boucle dans des productions industrielles, comment cette valeur créée sur le long terme, elle peut être partagée entre tous les acteurs, qui soient concurrents des fois, et c'est ça cette notion de commun qui est intéressante. Donc, et si on ne fait pas très attention quand on travaille avec un acteur quel qu'il soit, et notamment s'il y a un rapport gros-petit, hein, évidemment, à qu'est-ce que gagne le client là-dedans, ou l'utilisateur, qu'est-ce que gagne le partenaire, le prestataire, le spécialiste, la start-up avec qui vous allez travailler, qu'est-ce que gagne votre entreprise humainement, en termes d'euros, de rentabilité, etc., et sur des critères planète, réduction des émissions de CO2, etc., etc., ça ne peut pas marcher. Et donc, quand on est dans ces coopérations, on doit vraiment veiller à ce que chacun puisse trouver sa place. Et il y a des gens qui sont bons quand ils sont petits et qui n'ont pas, d'ailleurs pour volonté, j'en connais, dans l'upcycling par exemple, des gens qui ne veulent pas se développer. C'est pas grave. Il faut juste qu'ils se définissent. Si on a des enjeux communs, on peut travailler avec plusieurs acteurs, plusieurs petits, au lieu de travailler avec un seul gros, ou de gros à gros, ou de gré à gré. Donc, je pense que ça, c'est très, très important de vérifier ces équilibres et ce que chacun y gagne à chaque fois. Et si on tire tout ça et qu'on essaye de l'emmener, moi, à une question qui forcément me parle, qui est celle de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, donc je pose la première question en trichant un peu, parce qu'on avait dit qu'on la poserait pour tout vous dire à tous, mais j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat et on va les prendre là dans 2-3 minutes et nos intervenants répondront à vos différentes questions. Donc, allez-y, posez vos questions dans ce chat. Quelle est la relation avec les formes d'organisation de l'économie sociale et solidaire si on dit qu'on est dans des questions de commun, de coopération, d'intrapreneuriat et donc d'association de l'ensemble des salariés, ou en tout cas des salariés qui souhaitent se mettre en mouvement dans l'organisation? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à pousser plus avant la relation avec le monde de l'économie sociale, voire à faire bouger les organisations
des entreprises pour qu'elles intègrent, elles utilisent les recettes des coopératives, des fondations. Camille nous disait qu'ils avaient fait le choix d'être une entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est ça que vous nous disiez, Camille, d'avoir l'agrément ESUS, d'être dans la logique de l'entreprise à mission, pourquoi pas, qui n'est pas tendanciellement si éloigné que ça de ces approches, même si le cadre de l'entreprise à mission a encore besoin d'être clarifié sans doute. Voilà, quelle est votre approche de ce sujet les uns et les autres? Moi, je pense que ce n'est pas possible de faire autrement aujourd'hui, en fait. On peut se dire qu'on fait autrement, mais nous, le fait de l'avoir inscrit dans nos statuts dès le départ, nous rappelle, lors des grands choix de développement ou de projets, etc., nous rappelle à chaque fois de se dire, en fait, pourquoi on a monté ça? Est-ce que c'est pas du greenwashing, c'est tout l'inverse. C'est quoi les grandes lignes directrices de notre projet? C'est effectivement travailler de façon responsable, le plus localement possible, etc. Essayer d'aider et de réinsérer au travers de ce projet, d'accompagner des projets qui ont du sens, de ne pas accompagner des projets qui, à notre sens, ont moins d'intérêt. Donc, pour nous, c'est ça les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Mais c'est ça qui est trop bien aussi, c'est que toute cette dynamique globale qui est en train de se faire dans la filière, en fait, aujourd'hui, les gens qui font plus en fonction des valeurs de l'ESS sont des gens qui ne peuvent pas réussir à développer les projets qu'ils veulent développer. Parce que le greenwashing, je pense que dans peu de temps, ça ne fonctionnera plus. Même le marketing n'arrivera plus à duper les clients sur le mensonge global qu'il y a derrière certains produits. Ok, merci pour ce retour engagé. Ouais, nous, on est des fervents défenseurs de tout ça et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et après, il y a aussi un autre truc sur l'économie sociale et solidaire, c'est la coopération. On en revient toujours à ça, mais c'est qu'en fait, toutes les petites institutions qu'il y a dans le milieu solidaire, en fait, il y a plein de gens qui font plein de petites choses. Tout à l'heure, vous parliez de tout petits projets, Olivier, et en fait, je trouve que c'est ça, c'est que même dans le social, il y a plein d'associations qui œuvrent dans le textile. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de solutions pour produire différemment aussi, par le biais de ces associations, de ces chantiers d'insertion, etc. Et je pense que c'est des choses qu'il faut utiliser et que ça peut servir à l'effort commun. Complètement d'accord. La difficulté, c'est souvent d'aligner les objectifs, en fait. Est-ce que le petit acteur, est-ce que le prestataire sur le back-office location, comme le propose Agathe, ou sur le tri, ou sur je ne sais quoi, est aligné sur les mêmes objectifs? Est-ce que ça fait sens commun? Et ça, c'est déjà une première chose pour se mettre autour de la table. Pour moi, c'est indispensable. Une fois qu'on est d'accord déjà là-dessus, après la taille, ce n'est pas un problème, et au contraire. Et la difficulté, ça va être plus de mettre en réseau, et peut-être que c'est ça le rôle des peut-être pouvoirs publics ou organisations plus ou moins parapubliques, c'est de mettre en réseau et faciliter le fait qu'on puisse cartographier et plugger ensemble, excusez-moi de l'anglicisme, les différentes personnes, des fois, parce que ça peut même être à l'échelon individuel d'une couturière qui fait ça parce qu'elle a été formée dans l'académie de Camille et qui, sur une partie de son temps personnel, à côté de son métier, va réparer des articles. Bah ça, juste ça, c'est une valeur. Et comment ces gens-là, on les met en réseau et en interaction avec d'autres acteurs, en fait, hein. Et ça, le chantier, il est immense parce que c'est vraiment essayer de penser en réseau toutes ces initiatives. Donc c'est très facile à dire et à visualiser,
effectivement, quand on est dans le concret, les Faut, mains dans le cambouis, c'est plus difficile. Et Donc, il faut le faire il petit à petit. il faut pouvoir l'organiser, cet écosystème, pour qu'il soit C'est ça. dynamique et vivant. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une vraie nécessité à cette organisation d'écosystème. Il y a Kim, un écosystème ne se décrète pas. On ne peut pas décréter. absolument. Ouais. Hein, c'est les mêmes principes que la permaculture. Hein. Si vous décrétez que vous faites de la permaculture, évidemment, ça ne marche pas. Il faut Je que confirme, les espèces s'apprivoisent et s'apprivoisent avec le sol ambiant, on va dire, pour que ça donne quelque chose de productif. les écosystèmes économiques se structurent dans le temps et dans l'espace. Il faut se donner le temps et il faut se définir des espaces pour pouvoir le faire. Et on est souvent un peu trop théorique par rapport à ces sujets-là. Kim, je vous rends la parole. Peut-être pour dire quelques mots, on avait prévu de faire ça sur l'étude sur le réemploi qui a été produite par la CRES. Et puis ensuite, prendre les questions et proposer à nos intervenants qu'ils y répondent. Et quant à moi, je m'absente 1 minute et je reviens immédiatement. Merci Arnaud. Tout à fait. Alors, juste avant de passer aux questions dans le chat qui commencent à arriver en nombre, je vais prendre 2 minutes juste pour vous tenir informé que la CRES a mandaté une étude sur l'état des lieux dynamiques de la filière du réemploi textile. Donc dans cette étude, il va y avoir un état des lieux à l'échelle nationale. Il y a eu une enquête auprès des structures impliquées dans le réemploi qui ont permis de mettre en avant les enjeux de la filière du réemploi ainsi que les perspectives de développement et d'amélioration. Attaché donc à cette étude, il y aura une cartographie des acteurs du réemploi et une liste des acteurs ressources. Cette étude paraîtra dans les semaines à venir, donc je vous invite à suivre l'actualité de la CRES. Et je pense que du coup, ça peut faire aussi une bonne introduction aux dernières questions qui ont été posées, notamment sur la question des ressources et du réseau. Alors, nous avons 2 questions dans ce sens-là. Existe-t-il un centre de ressources pour inscrire et identifier les structures ou porteurs de projets intéressés par l'économie circulaire dans le textile pour nouer des partenariats à une échelle locale, donc plus régionale ou départementale? Et donc, voilà, une autre question abonde dans ce sens-là en disant qu'on connaît peut-être moins bien nos voisins proches qui sont petits plutôt que des gros qui peuvent être plus loin. Comment on accède à ce tissu local, à ce réseau, ce qui est, voilà. Je ne sais pas si… on ne t'entend pas, Camille. Je pense qu'en sortie de Covid, c'est effectivement très difficile, mais nous, c'était aussi l'objectif de Maison Mabille, c'était justement de réunir les gens physiquement pour avoir des échanges, etc. Donc là, on recommence à le faire, mais bon, de toute façon, le Covid a fait que c'était quand même très difficile. Et après, il faut quand il n'y a pas un Maison Mabille autour de chez soi, il faut, je pense, aller vers des assos ou alors créer, en fait, tout simplement. En fait, des fois, ça n'existe pas et il faut juste créer ce réseau de lecteurs et se regrouper une fois, on n'est pas nombreux, puis après, une fois, on est un peu plus nombreux, puis après, la fois d'après, on est encore plus nombreux, puis on commence à accueillir des nouveaux gens, etc. Exactement ça. Hein. La notion même de tiers-lieu, c'est vraiment quelque chose qui, d'abord, en général, pousse assez spontanément, parce qu'il y a des gens derrière, et c'est rarement décrété les tiers-lieux. Hein. C'est rarement les pouvoirs publics qui vont définir un tiers-lieu. Des fois, ils vont le faciliter, le rendre disponible, le lieu, mais ça part souvent de gens qui se lèvent et qui disent « Tiens, on va faire ça et on va le faire ensemble ». Et on va ouvrir nos portes pour que des gens viennent réparer, des gens viennent se former, des gens viennent, etc., partager énormément. Et c'est pour ça que je dis on peut créer aussi ces espaces partout,
dans la ville, dans les campagnes et dans les entreprises, parce que c'est souvent pour moi, c'est le meilleur format qui permet les échanges décloisonnés, hein. Alors des fois, il y a des tiers-lieux aussi virtuels qui existent quand on se parle pendant le Covid. Des fois, on a inventé des espaces virtuels où on a décloisonné des choses qui étaient jusque-là cloisonnées. Donc ça peut même être virtuel, mais c'est tellement mieux quand c'est physique et réel, basé sur la relation entre les gens et le partage. C'est quand même ça, c'est quand même la base. Et l'autre avantage que je vois, c'est qu'on n'est pas entre organisations professionnelles ou associations ou institutions, mais généralement les tiers-lieux, ils sont ouverts à tous aussi. Ouais. D'ailleurs comme un magasin, c'est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'on est on est en lien avec le public et le public, ce sont nos clients, ce sont les utilisateurs et la transition, elle passe d'abord par, le point de bascule, par l'évolution du public, des comportements, des réflexes, des mmh, d'avoir les mêmes, les mêmes préoccupations et généralement ça se génère, par des lieux où on peut partager, on peut expérimenter, on peut, apprendre. C'est comme ça qu'on va emmener, le plus grand nombre vers ce genre d'échange. Donc c'est très bénéfique pour les entreprises, c'est très bénéfique pour, les associations, elles font ça tout le temps en fait, voilà. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à trouver ces cadres communs et merci pour le témoignage Camille. Non mais vraiment, j'adore. Moi, j'ai une question. Enfin, Olivier, vous, Decathlon, vous avez l'impression que vous êtes hyper ouvert à ce genre de lieu, à aller écouter tout ce qui se passe, se nourrir de ce que font chacun et derrière essayer de le réintégrer dans votre organisation. Mais en fait, là, moi, j'écoute ça avec un regard un peu extérieur, ce que vous êtes en train de. Enfin, votre échange. Et je me dis, mais en fait, on s'adresse quand même au textile. Dedans, c'est un monde de requins, on ne va pas se le cacher. C'est que des gros groupes et des gens qui n'ont pas forcément du tout cette ouverture d'esprit et qui ne sont pas du tout prêts à aller écouter ce qui se passe ailleurs. Donc, comment on fait bouger les choses? Comment on se fait entendre auprès de ces gens-là? Parce que nous, dans notre quotidien, en fait, on a affaire à des marques qui sont un peu des mastodontes et qui s'en foutent complet des tout petits, en fait. Ils s'en foutent d'écouter ce qui se passe. Ce qu'ils veulent, c'est le gros acteur énorme qui va pouvoir leur dépoter le truc et qu'eux n'aient rien à gérer. Et, et rien que nous, en fait, avec une capacité de pouvoir nettoyer 1000 pièces le matin pour les faire repartir ces 1000 pièces le jour même, on est carrément trop petits. Et on peut pas. Et ils nous disent, non, mais en fait, on va attendre d'avoir quelqu'un qui est encore plus gros que vous pour pouvoir faire quelque chose. Donc, j'ai du mal à voir comment il est possible de changer ces mentalités-là et de se dire que plusieurs acteurs peuvent servir un gros acteur. Enfin, je trouve que quand même, là, on est loin de la réalité, en tout cas telle que Oui, moi, j'y suis confrontée tous les jours. oui, 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 je suis entièrement d'accord. Ça passe par justement ces initiatives, peut-être que les initiatives aussi publiques ou les initiatives comme Tectera, OSV, Cyride, enfin toutes ces initiatives qui servent à, à faire parler les gens entre eux, etc. On leur rôle à jouer, mais la réalité, c'est ça, c'est que c'est extrêmement difficile et que quand on est un gros acteur, on se dit qu'est-ce qui est si on regarde juste la réduction d'impact, on va se dire où est-ce que je vais avoir la plus grosse réduction d'impact et avec quel est le plus gros qui va me permettre d'accélérer le plus vite. Ça, c'est le schéma de pensée général parce qu'on l'a tous dès qu'on et c'est vrai, c'est une réalité. Par contre, nous, on sait que tous les projets, je parle le Trocathlon, par exemple, c'est une initiative qui est partie à un endroit, dans un magasin, je ne sais pas, il y a peut-être 30 ans de ça, ou pas loin, par une personne qui a démarré avec une équipe. C'était pas du tout descendant, c'est parti d'une toute petite initiative. Et c'est devenu une sorte de réflexe pérenne. Donc ça, je crois beaucoup aussi, c'est les deux. Et c'est vrai que pour emmener les gros acteurs et ceux qui en ont
pas grand-chose à faire. Il faut passer, je pense, par déjà ceux qui ont envie et essayer de faire basculer ceux qui sont… Il y a plein de gens, c'est pas qu'ils ont envie, mais c'est pas qu'ils n'ont pas envie, ils sont entre les deux. Et comment on fait basculer dans les entreprises, mais aussi dans les consommateurs, hein. Parce que finalement, derrière, si la grande masse des consommateurs, et c'est pour ça qu'on pense à l'accessibilité de ce qu'on fait, va changer ses comportements, ça va tirer les acteurs. C'est pas simple, c'est de la transition, ça va pas se faire tout seul en claquant des doigts. Donc, faut qu'on commence, faut qu'on continue nos initiatives petites et avec une vision très long terme de tout changer. Mais Moi, je pense plus que facile à dire qu'à faire. les acteurs n'ont pas cette ouverture d'esprit. Il y a un moment donné, il y a plein de petits acteurs qui sont bourrés d'initiatives et de belles idées qui vont se casser la figure parce qu'en fait, ils vont faire 1 an, 2 ans et ça suffira pas en fait. Et donc, du coup, tout ça, c'est pas vertueux, quoi. Faut que… Parce qu'il y a le problème économique qui est quand même au centre de la question, quoi. Ouais. En fait, à quel moment on arrive à faire de façon économique, avec une intelligence économique, des choses qui sont intelligentes dans leur sens. Et on peut aussi peut-être se souvenir que les modèles économiques aujourd'hui ont des durabilités qui sont de plus en plus courtes. On a justement les business models qui, après-guerre, avaient une durée de vie qui était celle du dirigeant de l'entreprise, donc qui avait 30 à 40 ans. Aujourd'hui, ils ont une durabilité des fois qui est de 5 à 6 ans. Et il n'est pas exclu que des petits deviennent gros. On assiste quand même à des taux de croissance chez des acteurs qui sont dans des engagements forts comme ceux qu'on décrit, qui sont hyper rapides. Alors, sans basculer dans la naïveté, les changements de point d'équilibre, ça existe aussi dans les modèles économiques et les modèles business. Donc, on a un combat, on n'a pas beaucoup de chances de le gagner, mais on a un combat à mener. Il y a des chances réelles. Ouais, moi, pour vous répondre, Agathe, moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop perdre d'énergie à aller essayer de chercher ces mastodontes, parce que je pense que à notre niveau, c'est très difficile de les faire bouger, mais qu'il y a un moment où le marché se retournant tellement et les mentalités changeant tellement au niveau du consommateur, qu'à un moment, ils n'auront pas le choix de faire différemment. Ils vont être obligés d'intégrer tout ça, et qu'en fait, vous avez déjà vous avez le process, vous avez les connaissances, donc en fait, de toute façon, ils s'inspireront, ils travailleraient peut-être pas. Je parle pas pour moi spécifiquement, parce que les projets avancent et on vend nos projets, etc. Mais je vois toutes ces petites initiatives qui se lancent à droite, à gauche, et en fait, personne ne s'intéresse à eux parce que c'est tout petit et que les gens cherchent du business, en fait, quoi. Ouais, il y a des vrais sujets d'accélération. Comment on construit on a un système d'incubation qui commence à être intéressant, mais on a un problème sur l'accélération des innovations, je pense. Il y a quand même pas mal de dirigeants aujourd'hui d'ETI ou d'assez grandes entreprises qui se posent vraiment la question, qui veulent faire bouger leurs entreprises, qui sont plutôt pour l'instant dans la question de moi je pense ça, mais comment est-ce que je fais pour faire bouger mon entreprise, ce qui n'est pas, mais ça peut être un volet qui donne un petit peu d'espoir. Kim, je me demande si dans la discussion qu'on a, on n'est pas en train de prendre un peu la place des questions qui ont été posées dans le chat. Oui, mais alors j'ai laissé couler parce que je pense que c'est quand même un sujet très intéressant et qui mérite d'être discuté. Mais merci pour la transition et donc on va essayer de prendre le temps de répondre en tout cas au moins une autre question parmi les premières qui ont été posées. C'est sur la question des compétences qui a d'ailleurs été relevée par Olivier quand tu parlais de réparation ou par Camille aussi, tu as insisté sur cette partie-là. Quelles sont les nouvelles compétences et aussi les formations, on va dire, qui seraient nécessaires qui seraient manquantes ou qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre les modèles économiques qu'on évoque?
Qui veut prendre la parole? Camille? Au niveau de la conception des produits, l'éco-conception est quand même un truc qui est assez peu enseigné aujourd'hui, qui est plutôt de la débrouille des modélistes qui sont capables de réfléchir à l'envers d'une chaîne de production, par exemple sur l'upcycling, où on prend un produit fini qu'on transforme, qu'on redécoupe, qu'on retransforme pour en refaire un nouveau produit. Ça, c'est des choses où pour l'instant, il n'y a pas de formation du tout. Et après, sur le modèle économique typiquement de l'upcycling, pour l'instant, il n'y a quand même personne qui a donné des grands axes ou quoi que ce soit. C'est des choses sur lesquelles nous, typiquement, on y réfléchit avec les gens qu'on accompagne sur des projets d'upcycling en se disant, en fait, comment on fait, combien ça coûte, on ne calcule plus de la même façon. Voilà, moi je pense que, en tout cas sur l'upcycling et sur l'éco-conception, c'est les deux trucs sur lesquels il manque des compétences. Après, il manque aussi des compétences sur plein d'autres métiers de la chaîne de valeur, mais je pense que c'est pas le sujet. Et je trouve intéressant là, ce que tu dis, parce qu'effectivement, sur l'upcycling, typiquement, c'est quelque chose de très nouveau. C'est pas tellement structuré. Et puis, on ne mesure pas, par exemple, sur l'impact CO2. Qu'est-ce que ça fait à un produit qui a été conçu pour être une tente, au hasard, s'il devient, au bout de sa 3e ou 4e vie, un porte-monnaie. Et comment on le prend en compte dans le calcul de réduction d'impact sur tout le cycle de vie du produit, puisque finalement, ça c'est un champ d'exploration. Je pose la question, mais c'est parce que tu en parles, je n'ai pas la réponse, mais effectivement, tout est à faire là-dessus. Et l'upcycling, c'est le cas, mais sur le recyclage, des fois, on se dit, on pense que c'est très bien de recycler, mais ça se trouve, faire fondre un fil, récupérer, trier, retisser, reproduire, etc., va nécessiter des circuits de transport, de chauffage, d'énergie qui est supérieur au fait de peut-être avoir prolongé sa durée de vie pour le louer ou pour le transformer tout simplement en porte-monnaie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tout ça, c'est vraiment des champs d'exploration et on revient à la question de la mesure, des critères de mesure, de s'entendre sur aussi la finalité des choses. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu parce que… Non, mais on a un très bon exemple de ce que nous dit Olivier. Il y a un très bon exemple de ce que dit Olivier avec le recyclage du verre, où en fait, refabriquer une bouteille coûte énergétiquement plus cher que fabriquer la première bouteille, alors qu'on a connu des systèmes de consigne qui, certes, sont devenus plus complexes à mettre en place et qui sont peut-être à réinventer. Voilà, je pense que c'est un bon exemple de ce que vous nous dites. Exactement. Tout à fait. Agathe, est-ce que tu as quelque chose à compléter sur cette partie compétences, formation? Non. Non, moi, je pense que des compétences, c'est plutôt de l'agilité du cerveau qui doit être possible dans toutes les formations. Parce que quand Camille dit qu'une modéliste, elle doit être capable de prendre le sujet dans le sens inverse, ça veut dire qu'elle doit être capable de se dire, non, c'est pas comme ça forcément que ça se fait, mais on peut faire autrement. Et donc, ça veut dire que dans toutes les formations, tout confondu, il ne faut pas qu'on leur impose un schéma de pensée, il faut juste leur dire, aujourd'hui, ça se fait comme ça, mais en fait, demain, après-demain, ça sera peut-être différemment. Et je pense que dans l'éducation, dans tous les domaines, il faut juste former les gens à être agiles, quoi. Ouais, puis à réfléchir, à se demander si ce qu'ils font, c'est juste ou pas et si ça a du sens. Oui, ça. C'est complémentaire, ça rejoint ça. Je pense que dans les jeunes générations, ils ont déjà ça. C'est assez inné, quoi. Oui. Très bien. On arrive à la fin de cette table ronde. Alors, il y avait une autre question qui demandait si vous étiez disponible pour open pour discuter de l'insertion par l'activité économique et de tous ces projets. Mais d'après vos discussions et ce que j'ai pu comprendre, vous êtes tous plus ou moins ouverts à la coopération. Donc, je vais partir sur un oui global. Et je vais vous remercier, Armand, Agathe, Camille, Olivier, pour vos interventions de qualité. Merci à tout le monde qui était présent pour cette table ronde.